Collègues, je prends la parole aujourd'hui en réponse au discours du trône. C'est mon discours d'inauguration. Alors, gérez vos attentes, comme je l'ai dit précédemment. Le discours du trône a été prononcé le 23 novembre 2021. C'était il y a fort longtemps. Et en jugeant par certaines des réponses que j'ai entendues des sénateurs d'en face et le temps qu'ils ont mis à répondre à certaines questions, ce n'est peut-être pas déraisonnable. Tout d'abord, j'aimerais remercier sincèrement l'administration du Sénat. J'aimerais remercier l'équipe qui s'est occupée du processus d'entrer en la matière en bonne et due forme pour que les sénateurs connaissent du succès. I will always be grateful. Thank you so much. I guess I should also. Je dois aussi remercier Archie Sheldon, membre de mon personnel, pour leur travail et de m'obtenir cette plage horaire qui est une heure de grande écoute, bien sûr, au Sénat, à 17h le jeudi après-midi. Permettez-moi, honorable sénateur, de prendre un moment pour aborder une question peut-être manifeste et évidente et à laquelle on a déjà fait référence à plusieurs reprises. C'est un secret pour personne que pendant la plus grande partie de ma vie, je me suis engagé et j'ai soutenu dans les bons comme dans les moins bons moments, et même dans les moments plus difficiles, je vais le dire. Mais quoi qu'il en soit, je suis fier de dire que j'ai toujours été un grand L, c'est-à-dire un fan des Leafs. Thank you. I assure you, colleagues, my strong commitment. Mais je vous assure, chers collègues, que mon profond attachement aux Leafs ne m'empêchera pas de travailler avec les amateurs des Canadiens, des sénateurs, des Jets, bref, avec tous les sénateurs, pas juste les sénateurs d'Ottawa, pour faire ce que les Canadiens attendent de nous. En ce qui a trait aux fans des Bruins, je ne peux pas dire que je vais nécessairement être de votre côté. Comme vous le savez peut-être, sénateur, j'ai travaillé 19 ans à l'autre endroit. Et j'espère avoir pu contribuer au bien public. En tant que fier Cap bretonnais, nous tenons en haute estime nos dirigeants politiques. Je pense au père Andy Hogan, un néo-démocrate convaincu. Je pense à Donnie McInnes, député progressiste conservateur. C'est un grand ami de la famille, soit dit en passant. Et bien sûr, cette icône politique de la Nouvelle-Écosse, Alan J. McEachen. Alan J. a servi les Canadiens tant au Sénat qu'à l'autre endroit. Si j'avais pu lui voir l'avenir, je lui aurais demandé ce qu'il pensait de la différence entre les deux chambres. J'étais sous l'impression qu'il y avait beaucoup plus de points communs entre les deux assemblées. Pourtant, j'ai été frappé par les différences entre les deux chambres. Je comparerais ici à un chantier de construction très actif où un compagnon charpentier arrive et se voit confier les tâches d'un maître électricien d'expérience. L'incompréhension évidente du charpentier quant à ses fonctions et aux principes de base de l'électricité, pour mon allégorie, le choquerait probablement beaucoup, sans jeu de mots. Mais je continuerai à écouter et à apprendre de mes collègues et à trouver des moyens d'apporter ma pierre à l'édifice. Alors, si vous me le permettez, je vais vous faire part de mes premières impressions à titre de sénateur. Sachez d'emblée que je suis tout à fait impressionné par le calibre des Canadiens et Canadiennes que j'ai l'honneur de côtoyer ici en cette enceinte. La puissance intellectuelle, l'intérêt passionné de tant de personnes pour les questions qui sont importantes pour les Canadiens, de tous les groupes et de tous les caucus, c'est manifestement évident. C'est impressionnant. Nous avons des universitaires distingués, des journalistes de renom, des activistes sociaux, des porte-paroles chevronnés, des gens qui ont fait des contributions positives et reconnues à notre pays. Les leaders autochtones ici continueront à paver la voie vers une réconciliation significative et vers un Canada plus robuste et plus conciliant. Le processus de nomination le plus récent a fait l'objet d'une réflexion de Hugh Segal,
qui a servi ici de 2005 à 2015. Le sénateur Segal croyait fermement en le Sénat et en la réforme du Sénat. En 2013, dans sa réflexion, le sénateur Segal disait « De bonnes personnes ont été nommées en vertu des bonnes structures, mais aujourd'hui, la parité est plus forte et on voit qu'il y a plus d'ouverture au débat et ce n'est pas... et le seul moteur n'est plus la partisanerie. Comme l'a dit mon collègue le sénateur Deakin de la Nouvelle-Écosse, avec 96 sénateurs siégeants, 82 d'entre eux sont indépendants, 56 sont des femmes, 34 sont autochtones ou noirs ou des personnes de couleur ou LGBTQ2. This chamber, chers collègues, notre enceinte représente le Canada. J'ai apprécié voir cet organe important faire son travail capital, qu'il s'agisse d'examiner les lois, qui est sa raison d'être. Et lorsqu'après prier, on propose des amendements. Il y a de plus en plus de modifications législatives adoptées par l'autre endroit depuis quelques années. Je me rappelle d'un débat portant sur l'amendement du sénateur Cormier au projet de loi C-35 sur l'apprentissage des enfants. Et j'ai entendu ce que les sénateurs Cormier, Seidman, Moody et d'autres avaient dit. Dans certains cas, il y avait la sénatrice Poirier qui a parlé très personnellement et qui a parlé au nom de la minorité linguistique francophone qui aurait pu faire les frais de cette loi selon elle. Et voilà le fait que les amendements ont été reçus, que le Sénat respecte ses obligations constitutionnelles. Et on sait aussi qu'une loi peut émaner du Sénat. Mais avant d'arriver à titre de sénateur, eh bien, je n'étais pas au fait du nombre de lois élaborées par des sénateurs sur une base individuelle. De nombreux sénateurs ont investi beaucoup de temps et d'énergie dans l'élaboration de lois, de projets de loi d'intérêt privé. Ils sont importants, ces projets de loi, car ils donnent la chance de faire progresser la discussion quant à un vaste éventail de questions. Il y a le projet de loi S-233 qui a permis le projet de loi S-233 de la sénatrice Spade qui a lancé un débat national plus large sur un cadre pour un revenu de base universel garanti. Et puis récemment, le ministre de la Citoyenneté, l'honorable Mark Miller, a présenté le projet de loi gouvernemental C-79 qui a fait l'objet d'une question du sénateur Arnott hier, qui parle des Canadiens perdus. Et je peux que présumer que le projet de loi S-245 de la sénatrice Martin a donné une partie de l'élan au gouvernement à agir. À l'heure actuelle, si mes calculs sont bons, il y a 35 projets de loi d'intérêt public du Sénat à diverses étapes du feuilleton, en plus de ceux à l'étude en comité. Certains sénateurs ont vu justement leur projet de loi obtenir la sanction royale en définitive. Mais j'ai eu de nombreuses discussions avec beaucoup de collègues et je constate qu'il y a un fil d'Ariane. En ce qui a trait au nombre de projets de loi d'intérêt public au Sénat, je n'ai pas de solution à vous offrir, mais je pense que la discussion vaut la peine. Je pense qu'on trouve un meilleur équilibre entre le nombre de projets de loi émanant du Sénat sans nous empêcher de braquer les projecteurs sur des enjeux d'importance. J'ai toujours pensé, honorable sénateur, qu'une des véritables forces du Sénat, c'est le travail qu'accomplissent ces comités. Je me rappelle d'un rapport clé déposé en 2002 par le Comité permanent des affaires sociales, de la science et de la technologie qui portait sur la santé au Canada. C'était Michael Curry qui était le président. Je me rappelle, j'étais dans le caucus à l'autre endroit lorsque le rapport a été publié. La sénatrice Ringuette et Cordy étaient là aussi. Et je ne peux pas vous dire qu'on a accueilli favorablement le rapport, mais ça a poussé le gouvernement de l'époque à agir. Ensuite, il y a eu le rapport Romano, qui militait fermement en faveur d'une injection de capitaux fédéraux par le gouvernement. Le tout s'est concrétisé par la suite par l'entremise de 2 accords en matière de santé en 2003 et 2004. Il y a eu de nombreuses études depuis. Honorables sénateurs, les comités sénatoriaux sont puissants en raison des questions qu'ils posent.
J'ai été impressionné à quel point les sénateurs arrivent en comité ayant fait leur devoir. Ils posent des questions aux fonctionnaires, à des universitaires, à des représentants de différents groupes d'intervenants et ils agissent ainsi avec tous les témoins. À l'autre endroit, on pose souvent des questions dans le but de favoriser son propre parti et la position de son parti. Or, ici, les sénateurs sont motivés à trouver la vérité pour que leurs recommandations puissent être présentées dans le meilleur intérêt des Canadiens et personne d'autre. Dans la même veine, j'ai été très impressionné par les deux comités auxquels je siège, en l'occurrence Pêche et Océan et Transport et Communication. Pêche et Océan, c'est Sénateur Manning qui est à la tête, un vieil ami, hein? Toujours bien organisé, toujours juste, toujours gentil, toujours sympathique, toujours respectueux. Et il y a le sénateur Houssakos qui est le président du comité des transports. Il a été génial hein, jusqu'à présent, on va dire ça. Mais le pouvoir du comité sénatorial, c'est les questions. Voilà qui permet à ces comités sénatoriaux d'être si fructueux. Ensuite, il y a la période des questions quotidiennes. Je ne sais pas à quel point ça vaut la peine. Ne vous méprenez pas, Madame la Présidente et chers collègues. Je ne voudrais pas, de quelque façon que ce soit, empêcher l'opposition de demander des comptes au gouvernement. Jamais, jamais. Toutefois, chers collègues, permettez-moi de poser la question. Est-ce que le format actuel pour la période des questions sénatoriales, le meilleur format qui soit? J'ai vu le sénateur Gold à l'œuvre et le sénateur Harder avant lui, je présume, tenter de répondre à des questions importantes qui sont soulevées et qui portent sur toutes sortes de sujets. Quelque chose qui a pu se produire dans l'un des 130 ministères différents ou dans l'une des 46 sociétés d'État ou une action prise par n'importe lequel des 450 000 employés fédéraux. À l'autre endroit, en plus du premier ministre, il y a 37 ministres qui peuvent répondre à ces questions, ainsi que près de 40 secrétaires parlementaires qui ont beaucoup de personnel ministériel, une équipe de fonctionnaires et des gens des communications qui les préparent à cette période des questions. Alors, j'ai la plus grande admiration pour le sénateur Gold et son personnel, mais son défi est titanesque. C'est comme si on vous donnait une cuillère à soupe pour vider la piscine du Château Laurier, imaginez. Moi qui ai participé à différentes périodes de questions ministérielles, ici, je trouve que c'est vraiment un meilleur format. Encore une fois, je reviens au pouvoir de la question. Un pouvoir qui nous met une réponse éclairante. Tous les sénateurs qui participent à cette période de questions ministérielles posent de bonnes questions pertinentes. Et dans la plupart des cas, ils obtiennent généralement de bonnes réponses pertinentes, séance tenante. Je suis tout à fait conscient du fait que l'opposition officielle a peu de levier à sa disposition pour demander des comptes au gouvernement. Le leader actuel de l'opposition a une connaissance bien intime de chacun de ses leviers. Il les utilise. Il fait ce qu'il a à faire pour obtenir du succès dans sa tâche. Et pour certains d'entre nous, ça peut sembler, pour le niveau, là, ça peut sembler comme quoi il y a ici un certain gaspillage de temps et de talent, étant donné toutes les interruptions procédurales. Voici ce que j'aurais à dire en fait à ce sujet. Il ne faut pas être trop prompt à juger. Devrait-il y avoir un changement au sein du gouvernement? Eh bien, parfois ça se produit, hein? Un nouveau gouvernement a souvent un programme assez agressif qui pourrait préoccuper les sénateurs et les Canadiens. Mais ce sera ces mêmes leviers auxquels recourront la nouvelle opposition. Ce nouveau Sénat, je pense, est une expérience qui en vaut la peine et qui recèle un énorme potentiel. Toutefois, si le gouvernement change de couleur, ne soyez pas surpris si vous avez de nouveaux cobayes. Je dois vous interrompre.
mais que vous pourriez demander au sénateur un 5 minutes supplémentaire pour conclure votre discours inaugural. 3 minutes? 3 minutes. Ouais, vous êtes mieux de me donner 5 minutes, je pense, dit le sénateur. Alors, disons 5 minutes, dit la présidente. Est-ce que vous me donnez 7? Est-ce que j'entends 7? J'ai eu 5, est-ce que j'entends 7? Bon. 5 minutes, consentement accordé. Alors, bon, même si je n'ai pas eu mon 7 minutes, je crois fermement envers cette institution. Bon, je reviens à Hugh Segal qui disait au sujet de la réforme du Sénat, on ne veut pas obtenir des directives parlementaires des deux vieux partis. Le sénateur Segal disait, il faut créer une chambre fondée. Il ne faut pas créer une image miroir de l'autre endroit ici. Ce n'est pas ce que les négociateurs, pères de la Confédération, avaient en tête. Je suis certain que le sénateur Segal serait aussi d'avis que les modifications au règlement étaient une étape positive. D'ailleurs, je lève mon chapeau aux sénateurs et sénatrices qui ont travaillé à cette réforme pendant des années. Je suis aussi sensible au fait que la réforme du Sénat ne veut pas dire qu'on relègue notre histoire et notre tradition aux oubliettes. De nombreux hommes, de nombreuses femmes ont écrit l'histoire canadienne en cette enceinte. Si je le dis, c'est parce que l'histoire de notre enceinte et de l'autre endroit et des générations de gouvernements successifs est parfois mieux évaluée par la lorgnette du temps. Je reconnais qu'il y a eu plusieurs gouvernements conservateurs, ceux de Mulroney, Diefenbaker, MacDonald et d'autres entre eux, et des gouvernements libéraux, ceux de Laurier, Pearson, Trudeau, Chrétien, ont façonné ce gouvernement. Et pour faire écho aux commentaires du sénateur O aujourd'hui, je crois que nous vivons dans le meilleur pays du monde. Alors maintenant que vous comprenez à quel point je comprends de façon limitée cette enceinte, il me reste une préoccupation dont je dois vous faire part, une préoccupation grandissante et qui est partagée par d'autres. En 2019, le greffier du conseil privé, Michael Warnick, a fait commentaire au comité de la justice de l'autre endroit en disant « Je suis grandement préoccupé par l'état de mon pays et par ses politiques à l'heure actuelle et où ça s'en va. » De nombreux Canadiens et certains Canadiens, en fait, disaient que c'était une drôle de situation à l'époque, mais moi, j'étais d'accord avec lui. Moi, j'ai quand même eu une longue carrière en politique et j'ai vu le glissement dans ce pays, la toxicité dans notre discours politique est plus forte. Et certains disent que c'est la raison pour laquelle plus de gens quittent la politique. Ça devrait tous nous préoccuper. Il faut comprendre qu'on peut être en désaccord avec des politiques des uns des autres, mais il faut respecter ceux qui ont décidé de servir le bien public. Il y a un an, Ian Shugart qui disait, là, honorable sénateur, c'est ce que nous disons aux uns aux autres ou à propos des uns des autres. Il faut nous apprendre à dialoguer avec ceux avec qui nous ne sommes pas d'accord. Il faut préserver la santé de nos institutions. Il faut faire preuve de restreinte. Je pense que nous pouvons avoir des dialogues robustes ici. Il faut continuer à être des leaders en cette matière. Nous avons le devoir non seulement de maintenir nos institutions, mais aussi de les laisser en meilleur état que lorsque nous y sommes arrivés. En concluant, honorable sénateur, c'est un honneur de servir au sein de cette enceinte, accompagné de tous ces sénateurs engagés et de grande qualité. Ma carrière politique m'a montré qu'on peut faire de grandes choses lorsque des gens de bonne foi travaillent ensemble pour proposer des solutions à des problèmes auxquels sont confrontés les Canadiens et Canadiennes. Merci, Madame la Présidente.